Ce dimanche de novembre, Camille gravissait lentement les 4 étages de l'immeuble de sa mère à Choisy-le-Roi, tenant précautionneusement la boîte blanche de la pâtisserie Le Nôtre contre sa poitrine. 38 € pour ce gâteau aux framboises, presque une semaine de course pour elle, mais c'était les fiançailles d'Océane, sa petite sœur. Il fallait bien marquer le coup. Ses genoux protestaient à chaque marche, cette arthrose qui s'installait sournoisement depuis 2 ans, lui rappelant qu'elle avait 58 ans et que son corps n'oubliait pas. La rampe était poisseuse sous sa main, sentait le détergent bon marché et cette odeur familière des immeubles HLM de banlieue qu'elle connaissait depuis l'enfance. Elle sonna. La porte s'ouvrit sur l'appartement surchauffé, 26 degrés au moins, sa mère ayant toujours eu froid malgré les radiateurs qui ronronnaient. L'odeur du bœuf bourguignon flottait dans l'air, mêlée au parfum fleuri trop sucré que portait Jacqueline depuis 40 ans. « Ah, tu es là finalement. » Mets le gâteau dans la cuisine. Pas de bonjour, pas de sourire, juste cette constatation neutre, comme si Camille était une livreuse qu'on remerciait à peine. Elle posa le gâteau sur le plan de travail encombré, à côté des casseroles sales qui s'empilèrent dans l'évier, et retira son manteau beige élimé au coude, celui des 3 Suisses acheté en 2008. Le salon était bondé. Océane rayonnait dans sa robe noire moulante des Galeries Lafayette. À côté d'elle, Julien, 56 ans, technicien chez EDF, arborait un sourire satisfait. Les 2 filles d'Océane, Léa et Manon, pianotaient sur leur smartphone. Robert, 79 ans, retraité SNCF, occupait le fauteuil près du radiateur. Madame Ferreira, la voisine, complétait l'assemblée dans son ensemble violet qui tirait sur les coutures. Camille s'assit sur la chaise bancale près de la fenêtre, celle réservée aux invités de dernière importance, et accepta le verre de saumure que Robert lui tendait avec un sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux. Le repas s'éternisa dans un brouhaha de conversation. Océane racontait ses projets de mariage pour juillet, 150 invités, 4 000 € de budget. Jacqueline s'extasiait, proposait des idées. Camille mangeait en silence, découpant son bœuf en petits morceaux méthodiques, sentant son invisibilité habituelle l'envelopper comme une seconde peau. Puis vint le moment du dessert. Jacqueline apporta le gâteau aux framboises sur son plateau blanc écaillé, celui qui avait survécu à 40 ans de repas familiaux. Elle découpa des parts généreuses, servit Robert d'abord, puis Julien, puis Océane, puis les filles, puis Madame Ferreira. À chaque fois, elle plaçait l'assiette avec un sourire, un mot gentil, une attention particulière. Quand elle arriva devant Camille, il restait une portion minuscule, à peine 3 cm de hauteur, écrasée sur le côté où le gâteau avait glissé dans la boîte. Jacqueline la regarda, haussa les épaules avec ce détachement cruel qu'elle maîtrisait si bien, et déclara d'une voix claire qui résonna dans le silence soudain. « S'il reste quelque chose, tu mangeras. Le fiancé de ta sœur est prioritaire. Il est de la famille maintenant. » Camille sentit quelque chose se glacer dans sa poitrine, cette sensation de froid qui part du sternum et se propage comme de l'encre dans l'eau. Elle leva les yeux, croisa le regard de sa mère, y chercha une once de gêne, de regret, quelque chose qui indiquerait qu'elle réalisait ce qu'elle venait de dire. Rien. Juste cette indifférence polie, comme si elle venait de commenter la météo ou la circulation sur le périphérique. Océane éclata de rire. Ce rire cristallin qu'elle avait toujours eu, celui qui ravissait tout le monde sauf Camille depuis 50 ans. « Oh là là, Frangine, tu fais une de ces têtes. Allez, va à la boulangerie t'acheter un gâteau. Toi qui as toujours de l'argent de côté, ça ne te ruinera pas. » Les autres rirent aussi. Robert d'abord avec son rire gras de fumeur, puis Julien qui suivait le mouvement, puis même Madame Ferreira qui détourna vite les yeux, gênée malgré tout par cette cruauté désinvolte. Léa et Manon échangèrent un regard complice, amusées par cette dynamique familiale qu'elles trouvaient sans doute divertissante, un spectacle gratuit pour égayer leur dimanche. Camille resta immobile 3 secondes, peut-être 4, sentant tous les regards peser sur elle comme des pierres, attendant sa réaction habituelle, sa soumission de toujours, son sourire forcé qui dirait que ce n'était pas grave, qu'elle comprenait, qu'elle était la grande sœur raisonnable qui ne faisait jamais d'histoire. Mais quelque chose de différent se produisit ce dimanche-là. Quelque chose de froid, de définitif, qui remonta du plus profond d'elle-même, comme une lame de fond silencieuse mais dévastatrice.
Elle se leva sans un mot, prit son manteau beige sur le dossier de la chaise, attrapa son sac Longchamp de 1998, usé mais toujours fonctionnel, et marcha vers la porte d'entrée. Pas de cris, pas de larmes, pas d'explication théâtrale. Juste le bruit de ses pas sur le lino défraîchi, puis le claquement sec de la porte qui se refermait derrière elle comme une sentence définitive. Dans l'escalier, elle entendit la voix d'Océane, étouffée mais distincte, qui traversait le bois de la porte. Franchement, elle fait la tête pour un bout de gâteau. Quelle gamine! Camille descendit lentement, s'accrochant à la rampe poisseuse, ses genoux hurlant à chaque marche, mais son visage restant parfaitement neutre, presque serein dans sa résolution nouvelle. Dehors, la pluie avait repris, fine et froide, typique de ces dimanches de novembre où Paris et sa banlieue se fondaient dans une grisaille uniforme et déprimante. Elle monta dans sa Clio de 2007, garée rue Traversière sous un lampadaire défaillant qui clignotait faiblement. S'assit au volant. Regarda la pluie couler sur le pare-brise en rigoles désordonnées qui se rejoignaient, se séparaient, disparaissaient, et resta là, immobile, les mains posées sur le cuir craquelé du volant, pendant 15 minutes qui parurent durer des heures entières. Elle ne pleurait pas. Elle ne ressentait rien en fait, juste ce vide étrange, presque apaisant, comme si quelque chose venait de se détacher définitivement en elle, comme un amarrage qui cède après des années de tension. À 19h30, elle démarra enfin, roula lentement jusqu'à Alfortville, son studio de 28 mètres carrés au 3e étage, 720 € de loyer par mois. Elle monta, retira ses chaussures, s'allongea tout habillée sur son canapé-lit sans même allumer la lumière, et s'endormit d'un sommeil lourd, sans rêve, sans cauchemar. Son téléphone portable restait sur la table de la cuisine, éteint, silencieux. Le lendemain matin, lundi, 7h15, elle le ralluma machinalement en préparant son café carte noire dans sa petite cafetière Senseo. 55 appels manqués de sa mère entre 22h et 6h du matin. Ce lundi matin, Camille était assise à sa petite table de cuisine, celle qu'elle avait achetée chez Emmaüs il y a 7 ans pour 40 €, une table en formica blanc, avec des pieds chromés qui grinçaient à chaque mouvement. Son téléphone reposait devant elle, écran illuminé, menaçant dans son insistance silencieuse. 55 appels manqués de sa mère entre 22h et 6h du matin. Dehors, Alfortville s'éveillait dans la grisaille de novembre. Le bruit des voitures sur la rue mouillée montait jusqu'à son 3e étage. Mais Camille n'entendait rien de tout cela. Elle venait de passer la nuit la plus paisible depuis des mois. 8 heures de sommeil sans rêve, sans cette anxiété sourde qui l'accompagnait habituellement, comme une ombre permanente. Et maintenant, elle regardait ces 55 appels comme on regarde un animal mort sur le bord de la route, avec une curiosité détachée, presque clinique, sans émotion réelle. Elle attrapa son téléphone, ouvrit les messages vocaux, appuya sur lecture. La voix de sa mère résonna dans le studio, d'abord agacée, puis paniquée, puis hystérique au fil des heures qui s'écoulaient. Premier message, 22h18, le ton sec, impatient, celui qu'on utilise pour convoquer quelqu'un qui doit obéir sans discuter. Deuxième message, 23h02, l'irritation montait, perçait dans chaque syllabe comme des aiguilles sous la peau. Troisième message, minuit 34. La voix tremblait maintenant, prenait cette tonalité aiguë que Jacqueline maîtrisait si bien quand elle voulait apitoyer, manipuler, obtenir ce qu'elle voulait par la pitié, plutôt que par l'affection. Camille but une gorgée de son café carte noire, celui qu'elle achetait en promotion à 1,99 € chez Carrefour City, sentit le liquide chaud descendre dans sa gorge, apaisant et familier. Elle écouta les 9 autres messages, tous du même acabit, la panique de sa mère se déployant comme une symphonie pathétique qu'elle connaissait par cœur mais qui ne l'atteignait plus, comme si une vitre épaisse s'était installée entre elle et cette détresse théâtrale. Elle termina son café lentement, regarda l'horloge Ikea accrochée au mur, celle avec le cadran blanc et les chiffres noirs qu'elle avait acheté 4,99 €, 8h15. Son rendez-vous chez le docteur Moreau pour son arthrose était à 9h, le contrôle trimestriel habituel. Elle rappela à 8h30, non par inquiétude,
mais par cette courtoisie automatique qu'on ne perd jamais vraiment même quand tout s'est brisé. Sa mère décrocha à la première sonnerie, hurla sans préambule, dans un flot de mots précipités qui se chevauchaient. « Enfin! Où tu étais? J'ai appelé toute la nuit. Ils sont venus, des huissiers. Ils ont collé des papiers partout. Ils vont vendre l'appartement. Tu dois venir. Tu dois nous aider. » En arrière-plan, la voix de Robert résonna, brutale et sans nuance, chargée de cette arrogance masculine qui ne supporte pas qu'on lui résiste. Camille sentit quelque chose de dur et de froid se déployer dans sa poitrine. Une clarté glaciale qui la surprit elle-même par sa violence contenue, par sa pureté tranchante. « Tu as toujours de l'argent, toi qui mets tout de côté comme une radine. 45 000 €, c'est rien pour toi. 45 000 €. Le chiffre tomba dans le silence qui suivit comme une pierre au fond d'un puits sans fond. Camille fit le calcul instantanément, automatiquement, cette arithmétique cruelle qu'elle maîtrisait depuis toujours. 6 ans et demi de son salaire net à la CAF, 1 250 € par mois, après 35 ans de bons et loyaux services dans les bureaux gris de Créteil. 6 ans et demi de sa vie pour éponger leurs dettes de crédit revolving contractées, pour acheter des meubles inutiles, des voyages à Marrakech, la télévision géante du salon. Sa voix sortit, calme, presque douce, chargée d'une acceptation qui n'était plus de la résignation mais quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose de définitif. « Je ne suis pas de la famille. Tu me l'as dit hier. » Et elle raccrocha sans attendre de réponse, d'un geste sec qui résonna comme une libération. Le téléphone vibra immédiatement dans sa main. Océane. Elle décrocha, entendit sa sœur hurler des accusations, des reproches, cette culpabilisation qu'elle connaissait par cœur. Camille raccrocha, bloqua le numéro méthodiquement. Le téléphone vibra encore. Léa, puis Manon, puis un numéro inconnu. Elle les bloqua tous, un par un, avec cette précision mécanique qu'on acquiert quand on a enfin compris qu'il n'y a plus rien à sauver. Puis elle mit le téléphone en mode silencieux, le rangea dans son sac Longchamp fatigué, et partit pour son rendez-vous médical dans le froid mordant de ce lundi de novembre qui ressemblait étrangement à un nouveau départ. Ce vendredi après-midi, Camille était assise dans le bureau feutré de Monsieur Petit, son conseiller à la caisse d'épargne d'Alfortville depuis 12 ans, un homme bedonnant d'une 50aine d'années, qui portait toujours des chemises rayées et des cravates trop serrées. L'homme tapotait sur son clavier, les sourcils froncés, le visage éclairé par la lumière bleutée de son écran. Dehors, la pluie tambourinait contre les vitres du rez-de-chaussée, cette pluie de novembre qui n'en finissait jamais et transformait la banlieue en aquarium grisâtre où tout semblait ralenti, engourdi. Madame Ferreira lui avait glissé l'information mardi soir, devant la poste, en baissant la voix comme on confie un secret dangereux qui pourrait exploser si on le prononçait trop fort. Les mots étaient tombés simplement, factuellement, mais ils avaient explosé dans la tête de Camille, comme une grenade à retardement, dont elle découvrait seulement maintenant les éclats tranchants. Monsieur Petit releva enfin les yeux, rajusta ses lunettes rectangulaires achetées chez Chris en promotion et soupira de cette manière qui annonçait toujours les mauvaises nouvelles dans les agences bancaires. « Effectivement, Madame Duchamp. Demande de crédit à la consommation en votre nom, 15 000 €, septembre 2022. Nous avons refusé car la signature ne correspondait pas. Vous avez eu de la chance, nous aurions pu porter plainte. » Camille resta immobile, les mains posées sur ses genoux, sentant ses ongles s'enfoncer légèrement dans le tissu élimé de son pantalon gris qui habille, acheté en solde 2 hivers plus tôt. 15 000 €. Sa mère avait tenté de voler 15 000 € en son nom, tranquillement, comme on emprunte du sucre chez le voisin. Comme si c'était son dû, son droit de mère sur une fille qui devait tout sacrifier éternellement. Elle fit bloquer son identité bancaire, changea tous ses codes, signa des formulaires avec une main qui ne tremblait même pas, qui traçait les lettres avec cette précision mécanique de quelqu'un qui a dépassé le stade de la colère pour atteindre celui de la résolution froide. En rentrant chez elle, elle trouva 3 lettres manuscrites glissées sous sa porte, probablement déposées par Robert qui avait fait le trajet en RERD depuis Choisy-le-Roi. L'écriture tremblée de Jacqueline, ses pleins et ses déliés appris à l'école communale dans les années 50 s'étalaient sur du papier à carreaux arraché d'un cahier d'écolier acheté chez Carrefour. Camille s'assit sur son canapé-lit, déplia la première lettre, lut les supplications larmoyantes qui alternaient avec les reproches violents dans une valse émotionnelle qu'elle connaissait par cœur. La deuxième était plus agressive, l'accusait d'être dure, sans cœur, ingrate.
La troisième mentionnait Robert, ses opinions, son jugement définitif sur cette fille qui abandonnait sa famille. Elle posa les lettres sur la table basse Conforama achetée en solde il y a 10 ans pour 69 € et sentit les souvenirs remonter comme une marée noire qu'elle ne pouvait plus retenir. Des images qui défilaient avec cette netteté cruelle que donne le recul du temps. 8 ans, Océane qui naît, et déjà ce discours qui s'impose comme une loi naturelle. 12 ans, les mercredis à garder sa sœur pendant que Jacqueline s'offre ses loisirs. 16 ans, l'arrêt du lycée pour travailler à la poste, financer les études d'Océane qui continuait tranquillement son chemin pavé par les sacrifices de l'aîné. 23 ans, le mariage expédié en mairie un mardi matin pour ne pas faire d'ombre au bac de la préférée. 40 ans de ça, 40 ans à donner sans recevoir, à prêter sans être remboursé, à se sacrifier sans être remercié vraiment, juste cette tape condescendante sur l'épaule qui dit que c'est normal, que c'est son rôle, sa place dans l'architecture familiale. Le samedi, elle alla au marché de Créteil, acheta des légumes d'automne chez le maraîcher tunisien qui tenait son stand depuis 20 ans, du fromage chez Madame Josiane qui la connaissait depuis des années et qui remarqua immédiatement qu'elle avait maigri, que quelque chose avait changé dans son visage. Camille mentit, sourit, dit que tout allait bien avec cette facilité qu'on acquiert quand on a passé sa vie à cacher sa souffrance pour ne pas déranger les autres. En rentrant, chargée de ses sacs en toile réutilisables qui lui sciaient les doigts, elle croisa un homme d'une 60aine d'années qui descendait du 2e étage en portant un carton. Il avait ce visage tanné des hommes du Maghreb vieillis en France, des rides profondes au coin des yeux, des cheveux gris coupés courts, et il lui sourit quand elle s'écarta pour le laisser passer. « Merci, je viens d'emménager au 2e. Karim. » Ce soir-là, seule dans son studio, elle pleura en épluchant ses pommes de terre pour la soupe, réalisant qu'elle avait passé 58 ans à quémander un amour qui ne viendrait jamais. Ce dimanche matin, Camille faisait la queue chez le fromager du marché de Créteil, son cabas en toile écrue pendant au creux de son coude, celui qu'elle avait acheté 3 € chez Action et qui servait depuis 4 ans maintenant, usé mais fonctionnel. Le soleil d'hiver perçait enfin à travers les nuages bas qui stagnaient depuis des jours, jetant une lumière pâle et froide sur les étals de légumes, de poissons, de tissus africains qui s'alignaient sur la place du marché dans un désordre coloré et bruyant. L'air sentait le poulet rôti de chez le volailler portugais, le fromage affiné qui débordait des cagettes en bois, cette odeur de vie quotidienne qui avait quelque chose de réconfortant malgré le froid qui mordait les joues et les mains. Devant elle, dans la file, elle reconnut Karim, son nouveau voisin du 2e étage, qui discutait avec Madame Josiane des mérites comparés du comté vieilli 24 mois et du Beaufort d'été avec cette passion tranquille que les gens de leur génération mettèrent dans les choses simples. Il portait un blouson en cuir marron élimé au coude, un jean délavé Levi's qui avait connu des jours meilleurs, des baskets Nike blanches fatiguées par les kilomètres. Il se retourna, la reconnut immédiatement, sourit de ce sourire naturel qui n'attendait rien en retour. « Ah, ma voisine du 3e. Les courses sont lourdes à notre âge, non ?» Camille sourit malgré elle, surprise par cette familiarité naturelle qui n'avait rien d'intrusif, juste cette complicité instinctive que partagent les gens qui vieillissent dans les mêmes immeubles de banlieue. Ils achetèrent leur fromage, se retrouvèrent côte à côte devant l'étal du poissonnier, où les dorades et les barres s'alignaient sur la glace pilée, dans un balai argenté et immobile. Karim hésitait entre le cabillaud et le lieu noir, demanda conseil avec cette humilité simple des hommes qui avouent ne pas tout savoir. Camille répondit machinalement, parla de prix, de cuisson, de ces détails domestiques qu'on partage sans y penser vraiment. Un café ? La civette est ouverte. Il désignait le bistrot de la place avec sa terrasse chauffée par des braseros rouges qui crépitaient joyeusement malgré le froid. Camille hésita 3 secondes, sentit cette peur habituelle de déranger, d'imposer sa présence, puis acquiesça simplement. Ils s'installèrent à une table près du brasero, commandèrent 2 cafés à 2,50 € pièce, ce luxe modeste qu'on s'offre le dimanche quand on a travaillé toute sa vie. Karim parla simplement, sans forcer, de sa vie qui ressemblait étrangement à toutes les vies de banlieue. 63 ans, retraité de la poste depuis 2 ans, veuf depuis 5 ans. Françoise, sa femme, était morte d'un cancer du sein, 3 mois entre le diagnostic et la fin.
3 mois à regarder partir la femme avec qui il avait partagé 40 années de vie ordinaire. 2 fils, Thomas à Nantes, Rachid à Bordeaux. Des petits-enfants qu'il voyait 2 fois par an à Noël, et pendant les vacances d'été quand ils daignaient quitter leurs écrans. L'appartement est trop silencieux maintenant. On s'habitue, mais les dimanches sont longs. Camille l'écoutait, reconnaissant dans sa voix cette solitude polie qu'elle connaissait si bien, celle qu'on apprend à porter dignement pour ne pas déranger les autres, avec son propre vide. Il demanda si elle avait des enfants. Elle répondit que non. Divorcée depuis 15 ans. Pas d'enfants. Cette vie simple qu'on résume en 3 mots parce que développer serait trop long, trop douloureux. Elle ajouta pudiquement qu'elle avait des soucis familiaux en ce moment, sans développer. Et Karim hocha la tête sans poser de questions indiscrètes, cette courtoisie tacite qui lui plut immédiatement. Il murmura alors cette phrase que Françoise disait toujours, cette phrase qui resta suspendue entre eux comme une vérité simple et libératrice. On ne choisit pas sa famille de sang, mais on peut choisir sa famille de cœur. Camille sentit quelque chose se détendre en elle, une tension qu'elle portait depuis le dimanche du gâteau et qui s'allégeait imperceptiblement dans la chaleur de ce café partagé avec un inconnu qui devenait ami sans effort. Ils parlèrent encore 20 minutes, du froid qui arrivait, des travaux interminables de la rue Gambetta, du nouveau Franprix qui avait ouvert près de la mairie, ces banalités qui tissent lentement les liens entre voisins qui deviennent autre chose. Les jours suivants, ils se croisèrent régulièrement, à la boulangerie où Karim achetait sa baguette tradition à 1,20 €, dans la cour de l'immeuble où il sortait ses poubelles, sur le parking où il nettoyait méticuleusement sa Peugeot 308 grise de 2012. Des saluts, des sourires, quelques mots sur la météo, une routine qui s'installait doucement sans effort. Pendant ce temps, les lettres de Jacqueline continuaient, glissées sous la porte par Robert qui faisait le trajet en RERD, de plus en plus agressives, de plus en plus désespérées. Camille les lisait, les rangeait dans une boîte à chaussures sans y répondre. Le mercredi soir, en rentrant de la CAF, elle trouva Océane assise sur les marches de son immeuble, frigorifiée dans son uniforme bleu d'aide-soignante, le visage défait par quelque chose qui ressemblait à de la peur pure. Ce mercredi soir de décembre, Camille fixait Océane assise sur les marches froides de son immeuble, cette sœur cadette qui avait toujours eu tout sans effort et qui maintenant la regardait avec des yeux rouges, gonflés de larmes retenues depuis des heures. La température était tombée à 3 degrés. Le vent soufflait en rafales humides qui s'engouffraient dans la cage d'escalier ouverte, et Océane grelottait dans sa doudoune Décathlon trop fine pour cet hiver qui s'annonçait rude. Camille resta immobile, clé à la main, partagée entre cette compassion automatique qu'on n'efface jamais vraiment, et cette méfiance nouvelle qui s'était installée en elle depuis le dimanche du gâteau. 10 jours s'étaient écoulés, 10 jours de silence radio, et voilà qu'Océane réapparaissait comme un fantôme du passé qu'on croyait enterré définitivement. Océane murmura d'une voix cassée que Julien l'avait quittée en apprenant pour les dettes, les crédits souscrits par leur mère, en se servant de ses papiers d'identité laissés traîner sur la table du salon. Jacqueline l'avait mise à la porte hier, l'accusant d'avoir provoqué cette catastrophe financière par négligence. Robert l'avait insultée, avait dit qu'elle leur devait bien ça après tout ce qu'ils avaient fait pour elle. Elle avait dormi chez Sylvie, sa collègue infirmière, mais ne pouvait pas rester dans ce 2 pièces déjà surpeuplé de 3 enfants et d'un mari chômeur. Camille écoutait, observait ce visage qu'elle connaissait depuis 54 ans et qui lui semblait soudain celui d'une étrangère. Océane sanglotait maintenant franchement, les épaules secouées de spasmes. Cette tristesse bruyante qu'elle avait toujours eue, celle qui attirait immédiatement la compassion des autres comme un aimant invisible. Le silence s'étira, épais, inconfortable. Une voisine du premier passa, regarda la scène avec curiosité, monta les escaliers en accélérant le pas, pressée de rentrer chez elle pour éviter d'être mêlée à ce drame familial qui ne la concernait pas. Finalement, Camille soupira, monta 2 marches, déverrouilla la porte d'entrée avec son badge magnétique usé. Dans le studio de 28 mètres carrés, Océane découvrit la vie de sa sœur aînée avec des yeux écarquillés qui ne mentaient pas sur sa stupéfaction réelle. Le canapé-lit usé recouvert d'un plaid Jiffy à 10 €, le coin cuisine de 2 mètres carrés avec sa plaque chauffante portable, la petite télé de 2015 posée sur une étagère Ikea bancale, les médicaments pour l'arthrose alignés sur l'étagère, Doliprane, Voltaren,
ces noms familiers de la douleur chronique qu'on apprend à gérer au quotidien. Elle murmura, la voix cassée par quelque chose qui ressemblait à de la honte tardive. « Je ne savais pas que tu vivais comme ça. Maman disait toujours que tu gagnais bien ta vie, que tu avais des économies. » Camille prépara du thé Lipton dans 2 tasses dépareillées rescapées de vide-grenier, s'assit sur le canapé à côté d'Océane qui tremblait encore malgré le radiateur électrique qui ronronnait à pleine puissance en consommant 1,50 € d'électricité par heure. Océane avoua alors qu'elle avait toujours été jalouse, que leur mère lui répétait que Camille était forte, dure, indépendante, qu'elle n'avait besoin de personne, alors qu'à Camille elle disait qu'Océane était fragile, qu'il fallait la protéger éternellement comme une enfant incapable de grandir. Cette confession frappa Camille comme une gifle inattendue. Elle regarda sa sœur, vraiment, pour la première fois peut-être depuis des décennies, et vit non plus la préférée arrogante, mais une autre victime, différente mais victime quand même de cette mère, qui les avait manipulées toutes les deux avec une maestria cruelle. Elles parlèrent pendant 3 heures, démêlant 40 ans de malentendus soigneusement entretenus, de mensonges maternels tissés comme une toile d'araignée invisible. Elles pleurèrent ensemble, se prirent la main maladroitement, comme 2 étrangères qui découvrent qu'elles parlent finalement la même langue de souffrance. Océane murmura qu'elle était désolée pour le gâteau, pour tout, pour ces années de cruauté passive. Camille accepta de l'héberger temporairement, posa des règles claires, recherche d'emploi, 200 € de charge, aucun contact avec leur mère. Cette nuit-là, elles partagèrent enfin quelque chose qui ressemblait à de la solidarité véritable. Ce dimanche matin, Camille descendait les poubelles quand elle croisa Karim qui remontait avec son pain tradition de la boulangerie chez Marcel, cette baguette croustillante à 1,20 € qui sentait bon le four à bois. Il remarqua immédiatement ses yeux rouges, cernés, cette fatigue qui marquait son visage comme une empreinte de douleur accumulée. Il l'invita à prendre un café chez lui, au 2e étage, sans poser de questions. Avec cette délicatesse instinctive que possèdent certaines personnes qui ont connu la souffrance et reconnaissent ces signes chez les autres. L'appartement de pièces était impeccablement rangé, presque austère dans sa propreté masculine méticuleuse. Des photos de Françoise partout, sur le buffet en chêne clair, sur la commode Ikea, cette femme au sourire doux, figée dans le temps qui avait partagé 40 ans de sa vie avant que le cancer ne l'emporte en 3 mois. Karim prépara un vrai café italien avec sa machine Nespresso, pas les capsules à 40 centimes de Lidl mais les vraies, celles à 70 centimes qu'on s'offre pour les dimanches importants et les moments qui comptent. Ils parlèrent de cinéma, du dernier film de Keshish qu'ils avaient tous deux manqué, de jardinage, de la nouvelle boulangerie qui avait ouvert près de la mairie avec ses pains bio trop chers pour leur retraite modeste. Pour la première fois depuis 2 semaines, Camille se sentit légère, presque normale, comme si elle redevenait une personne ordinaire capable de conversations ordinaires sans ce poids permanent sur la poitrine. Quand elle remonta chez elle à 11 heures, portant encore en elle cette légèreté fragile, elle trouva sa mère devant sa porte. Jacqueline tambourinait rageusement, le visage rouge et gonflé, les cheveux défaits sortant de son chignon habituel, vêtue de son manteau beige élimé qui sentait le tabac froid et cette transpiration aigre de la colère accumulée. Robert se tenait derrière elle, massif comme un bloc de béton, les bras croisés sur son ventre proéminent, le visage fermé dans cette expression menaçante qu'il adoptait quand il voulait intimider quelqu'un par sa seule présence physique. Les cris résonnaient dans la cage d'escalier, rebondissaient contre les murs sales recouverts de tags à moitié effacés, montaient jusqu'au 5e étage où les voisins écoutaient certainement derrière leurs portes closes. Camille s'arrêta 3 marches plus bas, les clés serrant dans sa main droite, jusqu'à s'enfoncer douloureusement dans sa paume moite, sentant son cœur battre fort mais régulièrement, sans panique, juste cette adrénaline froide qui précède les moments décisifs. Elle monta lentement, se planta devant sa mère à 50 cm, droite malgré ses genoux, qui protestaient « Non, tu n'entres pas chez moi ». La gifle partit sans prévenir, claqua sur sa joue gauche avec cette violence sèche qu'elle avait connue enfant quand elle osait répondre, quand elle osait exister autrement que dans l'ombre obéissante qu'on attendait d'elle. Camille ne broncha pas, sentit juste cette brûlure familière se propager sur sa peau, cette chaleur qui irradiait jusqu'à son oreille, mais son visage resta de marbre.
40 ans à me faire comprendre que je ne comptais pas. J'ai fini par l'accepter. La porte s'ouvrit derrière elle. Océane apparut, tremblante mais debout, et murmura qu'elle aussi avait besoin de distance, qu'elle aussi étouffait sous cette toxicité déguisée en amour maternel. Jacqueline s'effondra théâtralement sur le palier, gémit qu'elle la tuait, que c'était de l'abandon de personnes âgées. Robert s'avança, menaçant, mais Karim surgit du 2e étage, se plaça calmement entre eux, les mains dans les poches, la stature imposante malgré ses 63 ans. « Monsieur, vous allez partir maintenant. » Sa voix était douce, mais chargée de cette autorité tranquille qui ne tolère aucune discussion. Robert recula, grogna, mais ne fit rien de plus. Camille appela la police. 2 agents arrivèrent, dressèrent un rapport, avertirent Jacqueline et Robert de ne plus approcher. La femme policier glissa en partant qu'elle avait le droit de se protéger, même d'une mère. Le soir, alors qu'Océane était partie en garde de nuit, Karim et Camille regardaient un vieux film de Sautet sur France 3. Il prit sa main, simplement, naturellement. Elle ne la retira pas. Cette nuit-là, seule, Camille se regarda dans le miroir. Elle se trouva différente, moins voûtée, comme si un poids invisible venait de s'enlever définitivement. Les semaines passèrent dans une routine nouvelle qui s'installait doucement, presque timidement, comme si Camille et Océane redécouvraient ce que signifiait être sœurs sans le poison maternel qui les avait dressées l'une contre l'autre pendant 50 ans. Océane retrouva un poste d'aide-soignante à l'hôpital intercommunal de Créteil en janvier, commença début février avec un contrat à temps plein, 1 600 € net par mois, une fortune comparée aux 300 € qui restaient sur son compte après le départ de Julien. Elle versa ses 200 € de charges religieusement le 1er de chaque mois, aidait aux tâches ménagères sans qu'on lui demande, faisait les courses le samedi avec Camille au marché où elles choisissaient ensemble les légumes, comparait les prix, riait de ces détails domestiques qui tissent lentement les liens véritables entre 2 personnes qui apprennent à se connaître vraiment. Elles allaient au cinéma Rex voir des films français, ces comédies dramatiques qui les faisaient pleurer discrètement dans le noir de la salle. Elles visitaient le marché de Noël de Créteil malgré le froid mordant, achetaient du vin chaud à 3 € le gobelet et des marrons grillés qu'elles partageaient en marchant. Elles faisaient même des balades à vélo le long de la Marne les dimanches de beau temps, malgré l'arthrose de Camille qui protestait à chaque coup de pédale mais qui valait bien cette liberté retrouvée. Karim était de plus en plus présent, sans envahir, avec cette justesse instinctive des gens qui savent mesurer leur place dans la vie des autres. Il répara le robinet qui fuyait dans la cuisine du studio, économisant à Camille les 120 € que réclamait le plombier du quartier. Il aida Océane à déménager ses affaires restées chez Sylvie, transportant les cartons dans sa Peugeot 308 sans se plaindre de son dos qui le faisait souffrir. Il invita les 2 sœurs au restaurant Le Petit Marguerite pour fêter le nouveau travail d'Océane, régala tout le monde avec sa retraite de la poste. 1 300 € par mois dont il n'avait pas vraiment besoin, puisqu'il vivait seul et modestement. Un samedi soir de fin février, Océane annonça qu'elle avait trouvé une colocation à Maison Alfort avec Sylvie justement, sa collègue infirmière qui venait de divorcer et cherchait quelqu'un pour partager son 3 pièces. 550 € par mois, charges comprises, un luxe inimaginable après ses semaines sur le canapé-lit du studio de Camille. Elle emménageait début mars, dans 10 jours exactement. Camille ressent un pincement au cœur. S'était habituée à cette présence quotidienne, à ces conversations du soir autour d'un thé Lipton, à cette complicité tardive mais authentique qui s'était développée entre elles comme une plante qu'on croyait morte, mais qui refleurissait contre toute attente. Océane la rassura, en posant sa main sur la sienne. Ce geste simple qu'elle n'aurait jamais eu avant. « Je pars d'ici, pas de ta vie. On se voit toujours. Tu es ma sœur, la vraie. » Le dernier week-end avant le départ d'Océane, elle avoua à Camille qu'elle avait croisé Robert au Leclerc de Créteil, qu'il lui avait dit que leur mère était hospitalisée à l'hôpital Henri Mondor pour épuisement nerveux, qu'elle demandait à voir ses filles, qu'elle pleurait tous les jours en répétant leurs prénoms comme une litanie de reproches et de regrets mêlés. Océane hésitait. Camille le voyait dans ses yeux qui fuyaient, dans ses mains qui trituraient nerveusement le torchon de cuisine rayé. Camille fut ferme, plus ferme qu'elle ne l'avait jamais été de toute sa vie. Elle doit d'abord reconnaître ce qu'elle nous a fait.
Sinon, c'est encore de la manipulation. Elle est malade de nous avoir perdus, pas malade de nous avoir maltraités. » Océane acquiesça lentement, mais Camille vit le doute persister dans ses yeux, cette culpabilité tenace que les mères toxiques plantent si profondément qu'elle ne s'arrache jamais complètement. Après le départ d'Océane, le studio retrouva son silence, mais différent cette fois, moins pesant, moins étouffant. Karim proposa à Camille de l'accompagner une semaine en Bretagne chez son fils Thomas à Nantes en avril, rencontrer ses petits-enfants, découvrir la mère qu'elle n'avait pas vue depuis 15 ans. Elle hésita, c'était rapide, c'était engageant, c'était tout ce qu'elle n'avait jamais osé s'autoriser. Il sourit de ce sourire patient qui ne forçait jamais rien. Pas de pression. Françoise aurait aimé que je continue à vivre. Cette nuit-là, Camille se demanda si elle avait le droit d'être heureuse après avoir coupé les ponts avec sa mère, si la liberté méritait vraiment ce prix qu'elle payait en culpabilité sourde. Mi-mars, Camille reçut un courrier de Maître Blanchard, notaire à Créteil, une enveloppe beige format administratif avec en tête du cabinet, cette correspondance officielle qui annonce toujours des nouvelles qu'on ne veut pas entendre. Elle l'ouvrit debout dans l'entrée de son studio, encore en manteau, son cabas de course posé à ses pieds, et lut les 3 paragraphes dactylographiés qui expliquaient froidement, juridiquement, que sa mère avait été placée en maison de repos médicalisée Les Glycines à Villeneuve-Saint-Georges. 2100 € par mois, payés par la retraite de Jacqueline et ce qu'il restait de celle de Robert après le remboursement des dettes qui s'étaleraient sur 15 ans encore. Le notaire demandait si Camille acceptait d'être personne de confiance, car Robert ne pouvait plus assumer seul cette responsabilité qui pesait sur ses épaules de vieil homme fatigué par les procédures administratives et les rendez-vous médicaux hebdomadaires. Camille plia la lettre, la rangea dans le tiroir de sa commode Ikea et répondit par retour de courrier qu'elle refusait, simplement, sans justification, sans explication qui aurait ressemblé à une défense coupable. Elle en parla à Karim lors d'un dîner chez lui, bœuf bourguignon qu'il avait mijoté pendant 3 heures, et tarte tatin aux pommes golden achetées au marché. Il l'écouta sans juger, sans donner de conseils non sollicités, juste cette présence attentive qui valait mieux que tous les discours moralisateurs du monde. Tu as le droit de dire non. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'autopréservation. Océane, elle, avait accepté d'être personne de confiance, visitait leur mère une fois par mois le dimanche après-midi, revenait chaque fois épuisée, vidée, racontant à Camille que Jacqueline ne s'excusait jamais, parlait surtout d'argent, des factures qui s'accumulaient, de l'inconfort de sa chambre médicalisée qui sentait la javel et la vieillesse, demandait sans cesse où était Camille, pourquoi elle ne venait pas, comme si rien ne s'était passé, comme si le dimanche du gâteau n'avait été qu'un malentendu sans importance. Un soir d'avril, veille du départ en Bretagne, Océane sonna chez Camille à 20h, tenant une enveloppe blanche qu'elle serrait contre sa poitrine comme un objet dangereux qu'on manipule avec précaution. « Maman me l'a donné pour toi. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Lis-la ou pas, c'est toi qui décides. » Camille prit l'enveloppe, la posa sur la table de la cuisine sans l'ouvrir, embrassa Océane qui repartit soulagée d'avoir accompli sa mission sans avoir à prendre parti. Elle regarda l'enveloppe pendant 10 minutes, debout dans sa cuisine, puis la glissa dans son sac de voyage sans l'ouvrir, refusant de laisser sa mère empoisonner ce départ qui représentait tant pour elle. À Nantes, elle rencontra Thomas, le fils aîné de Karim, 38 ans, professeur de mathématiques au lycée Clémenceau, sa femme Aurélie, bibliothécaire municipale, leurs 2 enfants, Léo 9 ans et Zoé 6 ans, qui couraient partout dans le pavillon de banlieue nantaise, avec cette énergie inépuisable de l'enfance heureuse. L'accueil fut chaleureux, simple, sans cette tension qu'elle avait toujours connue dans sa propre famille, où chaque visite ressemblait à un examen de passage qu'on pouvait échouer à tout moment. Les enfants l'appelèrent dès spontanément la dame de papy, ce surnom improvisé qui la fit sourire malgré elle. Ils visitèrent les bords de Loire qui scintillaient sous le soleil printanier, mangèrent des crêpes à Guérande dans une crêperie qui sentait bon le beurre salé et le blé noir, rirent beaucoup de ces riens qui tissent les souvenirs heureux. Karim tenait sa main en marchant le long de la plage de la Baule, ces 15 kilomètres de sable fin qui s'étendaient à l'infini sous un ciel parfaitement bleu. Ils s'embrassèrent pour la première fois au coucher du soleil, discrètement,
comme deux adolescents timides qui découvrent quelque chose de nouveau malgré leurs 60 ans cumulés de vie et d'expérience. De retour à Alfortville, dans le silence de son studio retrouvé, Camille ouvrit enfin l'enveloppe de sa mère. 3 lignes manuscrites, tracées d'une écriture tremblée qui ne ressemblait plus à celle qu'elle connaissait. « Je ne comprends pas pourquoi tu es si méchante. Je t'ai élevée comme j'ai pu. Tu devrais avoir honte. » Camille relit la lettre 2 fois, 3 fois, cherchant entre les lignes une once de conscience, de regret, de compréhension. Rien. Juste cette incapacité totale à voir sa propre responsabilité. Cette cécité narcissique qui transformait chaque reproche en victimisation, chaque souffrance infligée en malentendu incompréhensible. Elle plia la lettre, la rangea dans la boîte à chaussures avec les autres, au fond du placard, et sentit quelque chose se refermer définitivement en elle. Ce soir de mai, Camille était assise sur le balcon minuscule de l'appartement de Karim au 2e étage, celui qui donnait sur la cour intérieure où les enfants jouaient encore malgré l'heure tardive, leurs cris joyeux montant dans l'air tiède comme des bulles de bonheur ordinaire. Elle avait 59 ans aujourd'hui, et pour la première fois de sa vie, elle avait vraiment fêté son anniversaire. Karim avait organisé un déjeuner surprise, invité Océane, Thomas et Aurélie, venus en train depuis Nantes avec les enfants, quelques voisins de l'immeuble, Madame Ferreira qui avait apporté ses pastilles de nata faite maison. Camille avait soufflé ses bougies sur un gâteau au chocolat de la pâtisserie Le Nôtre, 52 € que Karim avait insisté pour payer malgré ses protestations. Elle avait reçu des cadeaux simples, un foulard en soie bleu ciel, un livre de Modiano, une boîte de chocolat Léonidas. Ces attentions modestes qui valaient plus que tout l'or du monde, parce qu'elles venaient de gens qui l'aimaient vraiment. Elle avait pleuré de joie, en soufflant ses bougies, réalisant qu'elle n'avait jamais vraiment célébré son existence avant ce jour de mai, où tout avait changé. 2 semaines plus tôt, le docteur Moreau lui avait confirmé que sa tension était redevenue normale, 14/8, celle d'une femme de 40 ans en bonne santé. Il avait souri en rangeant son tensiomètre dans son tiroir métallique. « C'est l'amour ou la paix, Madame Duchamp ?» Elle avait rougi comme une adolescente, murmuré que c'était peut-être les deux, cette combinaison miraculeuse qu'elle n'avait jamais cru possible pour elle. Juin était arrivé avec ses promesses d'été. Karim lui avait proposé de venir vivre chez lui. Son 2 pièces était plus grand, plus confortable, avec ce balcon qui attrapait le soleil du matin, et cette cuisine où on pouvait cuisiner à 2 sans se marcher dessus. Elle garderait son studio si elle voulait un espace à elle. Cette indépendance dont elle avait besoin pour respirer, pour exister autrement que dans le regard de quelqu'un d'autre. Camille avait accepté, emménagé progressivement en juillet, transportant ses cartons avec l'aide d'Océane qui plaisantait en montant les escaliers. « Tu vas vivre en concubinage à presque 60 ans. Maman ferait une syncope si elle savait. » Elles avaient ri ensemble, ce rire libéré qui ne portait plus le poids de la culpabilité. Juillet avait apporté une dernière nouvelle. Océane avait annoncé qu'elle ne visiterait plus leur mère, que Jacqueline avait été trop blessante lors de la dernière visite, l'accusant d'avoir monté Camille contre elle, de lui avoir volé ses filles par jalousie et manipulation. Océane avait compris qu'elle aussi devait se protéger, que l'amour maternel ne justifiait pas tout, surtout quand il ressemblait davantage à du poison qu'à de la tendresse. En août, elles étaient reparties ensemble une semaine en Vendée, dans un camping 3 étoiles à Saint-Jean-de-Mont, dormant dans un mobile home loué 450 € la semaine. Elles avaient marché sur la plage au coucher du soleil, ramassé des coquillages, mangé des glaces en regardant l'océan qui s'étendait jusqu'à l'infini. Elles s'étaient raconté leur vie, leurs regrets, leurs espoirs, tissant lentement ce lien de sororité véritable qui aurait toujours dû exister mais que Jacqueline avait saboté méthodiquement pendant 50 ans. Septembre était arrivé avec sa lumière dorée. Camille avait pris sa pré-retraite progressive à la CAF, 3 jours par semaine au lieu de 5, 900 € par mois, qui suffisait maintenant qu'elle partageait les charges avec Karim. Elle et Karim s'étaient inscrits à un club de randonnée pour seniors, découvraient l'Île-de-France à pied, la forêt de Fontainebleau avec ses rochers centenaires, la vallée de Chevreuse avec ses villages endormis, les bords de l'Oise où les péniches glissaient lentement comme des rêves paisibles. Elle qui pensait que sa vie était finie à 58 ans découvrait qu'elle commençait enfin, que le bonheur n'avait pas d'âge, que se choisir soi-même n'était pas de l'égoïsme mais du courage. Un dimanche d'octobre, lors d'une randonnée près de l'étang de Vallières, Karim s'arrêta,
la regarda avec cette intensité douce qui la faisait fondre à chaque fois. « Je sais qu'on est vieux pour ces bêtises, mais je t'aime, Camille. » Elle sourit, les larmes aux yeux, prit sa main dans la sienne. « Je t'aime aussi. Et non, on n'est pas trop vieux, on commence juste. » Ce soir de mai, sur le balcon, elle regardait les étoiles apparaître une à une dans le ciel qui s'assombrissait. Elle pensait parfois à sa mère, avec tristesse mais sans culpabilité, avec compassion mais sans soumission. Elle avait appris qu'aimer ne signifiait pas se sacrifier, que la famille se choisissait aussi, que dire non n'était pas de l'égoïsme mais de la survie. Elle regarda Karim endormi sur le canapé, Océane qui lui avait envoyé un SMS « Bonne nuit, grande sœur, je t'aime » et murmura dans le silence apaisant de cette soirée ordinaire qui ressemblait au bonheur. « Je suis enfin chez moi. » Those things when you found them last time? Mine what? Or did you just No, I did. I mound the them. aluminum? I mound them. I mound them. I mound them. Yeah, I mound them. Oh, you got a sub. Or did you already I get did? that? Alvin, thank you. How are you? Sorry guys, I Dodging don't what's hear going my on. alerts. I gotta fix them, and it's always getting busted. I don't understand why. I think it's my Streamlabs. I fucking hate Streamlabs. I miss OBS actually. But thank you. Thank you for 41 months. Love you so much. Hi Jay, how are you? I'm a little excited about this, not gonna lie. What? About having my new house. Yeah. The other base just had like a pink box as the host of the time being. You literally just been catching Pokemon this whole time. So Yes, you haven't literally. had time to compare. I fucking made all those pink stairs for nothing. No, it's okay. You literally just made a whole town by yourself. Like, Yeah, I did. I'm sure that Took a outweighs long those time. stairs. Yeah. Yeah. Can you go down here? Dang, this looks deep. I don't know. Where'd you go? I'm going down. I don't know. I'm just going down. Down where? Over here. Ride your Gyarados. My Gyarados. Or do you not have your Gyarados? No, I don't have my Gyarados. I have my Tropius. Because then you can breathe his water, air. Or breathe oxygen. I have no idea where you went. Is this it? What's this? Oh, that's iron. What the hell? That does not look like iron to me. Well, you Oh, this is it. farted. This is it. Did you see it? That's what it looks You like. found it? Yeah, What? I found one. I can't get in the hole though. Why can't I get in there? Oh, it's There we go. the stream. It looks like this. Raw platinum. Yeah. I only found one. Whoa. Ah, I found. Is it crazy to say I never played Minecraft before? Honestly, no. I know a lot of people haven't played Minecraft before. And I do, like, I don't know, a lot of people say it's boring. But, and I can kind of get that. Like, I don't know. It's not, I mean, obviously it's what you make it, right? But, I mean, you know, there's so many mods for this game. I feel like people who, like, have never tried The Sims, like, would say, like, it's boring. It probably looks, ooh, diamond. But, like, if you get mods and, like, you could make it fun. You know what I mean? Like, You can pretty much do whatever you want to. literally, you can do and like, build, literally up to make, you or to like whatever you anything. wanna Literally, do. it's just imagination. If you believe. All you gotta Everybody always do says is Minecraft's believe. like ugly, and like I can agree to that. But like there's freaking There's texture so packs many, and like, shaders yeah, there's packs like, that'll dude, make it look. literally. Where am I going? I'm a little bit lost, I think. I'm gonna This get cave stuck is down here. insane. I'm actually gonna get lost. You're gonna have to covered fossil. What the hell? What is that? I found a fossil? Did you sleep in your bed at all, or Nope. click on your bed? Nope. No.
Okay, so you can't just kill yourself. Nope. You're gonna have to find your way out of here. No, you'll just TP me, bro. Stop it. Don't play with me. Just TP me. I'm This cave is lost. insane. Did you go I'm down lost. like I'm where all the lost. big opening Yeah, areas yeah, is? yeah, yeah. I went down and I'm lost. Oh! Jesus, don't TP me without telling me. Scared the shit This out looks of me. insane though. Were you over here? People have their phases. Yes, yes, yes. Definitely. Huh? Yeah, I was the one who put the water down. Well, there's quite a bit of water that's coming Oh, down. there's I don't know lava if down that's there. Be mine. careful. Ugh! Man, I just picked up a bunch of your crap, man. What the hell? Did you? Yeah, and it scared the shit out of me. Wombat. There's a boss wombat over here. Whoa, who's